Bonsoir tout le monde, bienvenue au Forum d'architecture. On est content d'accueillir à nouveau les conférences sur les urbanités de la SIA. On commence ce soir avec une conférence sur le thème « Trop cher, qui maîtrise les coûts effectifs de la construction durable ». Je vous convie déjà à la prochaine conférence des urbanités qui aura lieu le 1er mai sur le thème de l'urbanisme éphémère. Et je profite aussi de vous inviter en fait pour l'ouverture de la prochaine exposition permanente qui sera sur le thème de la construction du quotidien, des expériences coopératives. Et le vernissage aura lieu ce jeudi 6 avril à 18h30. Elles seront suivies par un cycle de conférences tous les jeudis sur différents thèmes, des logements coopératifs et des exemples qui ont été élaborés en Suisse. Voilà. Je passe maintenant la parole à Monsieur Gaulet qui va se charger d'introduire cette conférence. Bonne soirée. Merci. Alors bonsoir à tout le monde, mon nom est Yves Gaulet, je suis architecte de formation, je travaille à l'État de Vaud au service immeuble depuis 18 ans. Et ça fait 15 ans que nous organisons des conférences sur le thème du développement durable. Je représente en fait le groupe de travail développement durable de l'État pour lequel on a régulièrement des comptes rendus qui se trouvent sur notre site internet pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Nous avions organisé il y a une année ici aussi avec la SIA l'exposition matière grise sur le réemploi des matériaux de construction et nous avions fait effectivement une conférence suivie d'un débat. Donc comme le voulait la tradition, on revient une année après pour un sujet qui est différent et ça me semblait important et nécessaire une fois de parler du développement durable, non seulement sur toujours la question environnementale dont on débat depuis de nombreuses années, mais aussi aborder la question économique parce que effectivement, sans l'argent qu'est le nerf de la guerre, un projet il a de la peine à avoir le jeu. Puis on se rend compte que souvent il y a des incompréhensions entre les différents acteurs des projets de construction. Si je veux faire un projet qui est développement durable, il est trop cher, donc peut-être que je ne le fais pas. Mais in fine, même si on arrive à le réaliser, est-ce qu'on maîtrise vraiment les coûts de l'exploitation future? Et c'est ce sujet-là qui nous semblait intéressant de pouvoir en fait traiter aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous avons invité les 3 conférenciers que vous voyez ici. C'est-à-dire que vous entendrez d'abord, effectivement, le questionnement en fait, de l'investisseur. Qu'est-ce que ça veut dire un investissement durable? Et puis après, une personne qui va vous parler en fait du cycle de vie. Comment peut-on tenir compte du cycle de vie dans la compréhension d'un projet et la définition des coûts? Puis ensuite, le 3e conférencier parlera effectivement des implications en fait sur l'exploitation des bâtiments. Quels sont les nouveaux outils que nous avons à disposition pour tenter de maîtriser effectivement la dualité coût d'investissement et coût d'exploitation. Honneur aux dames, la première conférencière est Caroline Schum. C'est par un article paru dans Le Temps l'année passée que j'ai fait connaissance en fait de la caisse de pension dans laquelle elle travaille, qui est la caisse de pension Nest, qui travaille en fait dans le thème de l'écologie et de l'éthique. Donc Madame Schum est en fait la responsable pour le bureau de la Suisse romande. Cette société est à Zurich. Et puis elle a précédemment travaillé dans des thèmes qui sont proches, puisqu'elle a travaillé à la Fondation Ethos. Et puis elle a participé à des conseils d'administration de la Banque alternative suisse, où travaille également avec Équiterre. Donc ils sont tous des gens qui sont évidemment dans le trend du développement durable depuis très très longtemps. Donc j'ai le plaisir en fait de l'accueillir ici ce soir, puis elle va vous parler en fait de son métier. Madame Schum. Le micro, c'est cool. D'accord. Bonsoir. Je vais juste attendre la présentation. Oups. Alors j'ai beaucoup d'appareils dans la main, je vais tâcher de me débrouiller. On va faire comme ça. Alors les présentations, on a 15 minutes. Je vous ai mis pas mal de matière. L'idée, ce qu'on m'a demandé, c'est de vous présenter en fait le point de vue d'un investisseur par rapport à la construction durable.
Moi-même, je suis ingénieur, mais j'ai jamais pratiqué dans la construction, ou vraiment tout au début de ma carrière, donc j'ai pas du tout d'expérience en termes de construction. Là, j'ai plutôt un poste de responsable des ventes pour la Fondation Nest en Suisse romande. Et je vais tâcher de vous expliquer un petit peu notre point de vue par rapport à la construction durable et puis comment on fonctionne. Et puis notamment par rapport à c'était la demande par rapport à la dimension économique du développement durable, comment on peut faire aussi de la rentabilité, et puis aussi vous démontrer que ça fonctionne, que c'est possible. Alors, comment ça marche? Ça marche, voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter. Je ne vais pas m'attarder, le temps est court. Donc tout d'abord, en quelques mots, peut-être juste pour nous situer. Donc on est dans le deuxième pilier, on gère 2,3 milliards. Donc par rapport à une caisse de pension, on n'est pas une petite caisse de pension, parce que les gens pensent souvent caisse de pension éthique et écologique. C'est une petite caisse de pension de niche dans un coin. Mais avec 2,3 milliards, on n'est pas du tout anecdotique. On a 3000 entreprises qui sont affiliées chez nous. C'est des SA, des SARL, toutes les branches, des associations, des fondations, plutôt des PME. Donc on a été créé par des PME pour des PME. Et puis la Fondation Nest existe depuis 1983, donc depuis plus de 30 ans qu'on fait donc l'investissement avec des critères de développement durable qu'on n'appelait pas développement durable à l'époque. En 83, bien entendu, il y avait juste 4 critères d'exclusion. C'était l'armement, le nucléaire, préservation de l'environnement et respect des droits humains. C'était juste comme ça qu'on l'exprimait au départ. Voilà. Comment on se présente? Donc, je l'ai dit, donc durabilité, pionnier en termes de critères de placement écologique et éthique, progressiste par rapport à nos assurés. Je ne vais pas m'attarder, c'est pas le thème ce soir. Et puis ce qui va toujours avec le développement durable aussi, c'est la transparence et puis la participation. Vous trouverez dans notre rapport annuel, en fait, on a à peu près 25 biens immobiliers. Actuellement, vous trouvez la liste de tous les biens immobiliers dans notre rapport annuel. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, que nos assurés, nos clients comprennent où on est investi, comment on est investi. Là, je vous ai mis, voilà, vous voyez simplement la progression sur les entreprises affiliées. Là, en termes de fortune, donc on est à, comme je vous ai dit, on est à 2,3 milliards. Il y a certains chiffres de 2016 qui sont encore provisoires, donc il ne faut pas les prendre forcément toujours au pied de la lettre, mais ils sont à peu près justes, ils sont pas encore audités. Hein. Voilà, je vais m'attarder un petit peu plus ici par rapport au placement, notre position par rapport à l'immobilier. Je ne sais pas si c'est pas forcément connu de tous. Peut-être il y a certains spécialistes dans la salle. Je ne sais pas. Je me suis imaginé que j'avais plutôt un public qui connaissait pas forcément le monde des caisses de pension. En termes de fortune, donc c'est 2,3 milliards qu'on gère pour le compte de nos assurés, donc c'est leur future retraite. Déjà une chose par rapport à la construction, dans les caisses de pension, il y a un point qui est très en ligne, je pense, avec la construction, c'est qu'on est vraiment dans du long terme. Donc on ne fait pas de spéculation financière, en tout cas de notre compréhension. Il y a peut-être certaines caisses de pension, il y a eu des événements historiques un peu dramatiques, mais en principe, les assurés cotisent pendant 40 ans et ensuite ils touchent une retraite pendant 15 à 20 ans, donc on gère des fortunes sur à peu près 50 à 60 ans. Donc on est dans du long terme. L'idée, c'est de diversifier au maximum. Donc vous voyez ici la part de l'immobilier, c'est à peu près 25%. C'est tout à fait classique pour une caisse de pension. On est tout à fait dans la moyenne des caisses de pension suisses. Après, on a des obligations, des actions, des liquidités et puis placement alternatif. C'est pas des produits dérivés, c'est dans le jargon caisse de pension, c'est tout ce qui n'est pas actions, obligations, immobilier et cash. Ça tombe dans ce pot commun où on a notamment des entreprises non cotées dans les infrastructures, efficience énergétique, énergie renouvelable ou des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas au niveau du timing, j'ai pas du tout regardé. Vous me direz s'il faut que j'accélère un moment ou pas. Donc sur ces 2,3 milliards, il y a donc 25% dans la catégorie immobilier et on a dans l'immobilier, il y a une part en immobilier direct, c'est-à-dire qu'on détient des immeubles et aussi 2 terrains en direct, on est propriétaire et on a aussi de l'immobilier indirect. Je reviens juste un petit peu en arrière. Vous voyez qu'on a eu une très forte croissance ces dernières années. Donc on a cherché à stabiliser cette croissance, parce qu'on avait un concept pour différentes, par rapport à notre positionnement, flexibilité, etc., qui plaisait à pas mal d'entreprises. On a cherché à stabiliser. Et puis ce qu'on avait fait pour maintenir cette allocation de 25% dans l'immobilier qui est très importante, on avait placé beaucoup d'argent dans des fonds immobiliers.
puisque bien évidemment en Suisse, c'est pas évident de trouver des biens immobiliers sur le marché, ça prend du temps, il faut construire une équipe, et puis c'est une équipe, donc effectivement l'article dont parlait Monsieur Gollet relatait que effectivement depuis 3-4 ans, on a cherché à développer beaucoup l'immobilier en direct. On avait il y a 3-4 ans encore seulement 6 biens immobiliers, aujourd'hui on en a 25 comme je vous ai dit, donc on a développé une équipe en interne de 2 personnes à plein temps sur les 30 personnes que nous sommes. Donc ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est on a toujours cette part de 25% en immobilier, c'est de sortir une part des fonds immobiliers pour aller dans du direct en fait, dans des biens immobiliers, parce qu'on comprend beaucoup mieux ce qu'on fait. Dans des fonds immobiliers, c'est des fonds qui sont cotés sur les marchés, ça peut être des fonds, voilà, des fois on ne maîtrise pas toujours ce qu'on fait, c'est de l'indirect, on ne maîtrise pas aussi bien que si on a du direct. Je ne sais pas, j'en suis à combien de temps ? Ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes, ok, très bien, alors je peux ralentir. Ici, je vous ai mis, je voulais vous parler aussi un petit peu plus de la politique générale de placement de Nest, parce que c'est, je pense, aussi important de dire comment on travaille. Donc, on n'est pas des fondamentalistes du développement durable, parce qu'on a aussi un mandat légal, en fait, de service des rentes, donc on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Donc, on ne dit jamais qu'en fait, on a 100% de placement durable. Ce ne serait pas possible. Et typiquement, l'immobilier, c'est, je dirais, le segment où on est le moins durable, selon notre compréhension. On sait très bien le faire avec les actions et les obligations, les analyses d'entreprise, les analyses de pays, ça fonctionne très bien depuis 15-20 ans, mais dans l'immobilier, les fonds, on n'a pas beaucoup de fonds immobiliers durables, et puis trouver des biens, comme je vous ai dit, ça prend un peu de temps. Donc, dans nos directives de placement, quelles sont les priorités ? Donc, bien sûr, bien entendu, première chose, maintien de la valeur, c'est important. Amélioration du rendement, donc on le voit vraiment dans une optique long terme, on ne va pas boursicoter. Et puis, c'est comme ça qu'on exprime notre directive, notre vision des placements durables. Ce qu'on souhaite, c'est contribuer à l'évolution structurelle vers une économie et une société durable. Voilà comment on l'exprime. Et puis au cours des années, je vous dis depuis 30 ans, chaque fois qu'on a pu, on augmente la durabilité. Voilà, on a une tension permanente. J'ai le slide suivant, je crois. Voilà, on a une tension permanente en fait entre diversification du risque, durabilité, rendement qu'on doit servir. Donc ce sont un peu nos différentes parties prenantes, notamment au niveau du mandat légal aussi. On a des directives pour les placements. Je vous ai mis ici les exemples pour l'immobilier. Donc on a le droit d'avoir maximum 5% par objet immobilier, par bien immobilier. Donc maximum 5% des 2,3 milliards. Maximum en tout 30% dans l'immobilier. Donc on est à 25%, on a encore un petit peu de marge de manœuvre. Et puis, dont un tiers maximum à l'étranger. Donc, principalement 2 tiers, on doit trouver des biens en Suisse. Ensuite, il y a les personnes assurées chez Nest, bien entendu, qui attendent un certain rendement pour un certain risque donné. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est cette question aussi de diversification. Et puis, il y a les conditions cadres internes. Donc, il y a notre règlement. Et puis, il y a les valeurs durables qu'on sait donner sur mandat des entreprises affiliées. Elles viennent pour cela chez nous, ou pour d'autres raisons. Hein. Toutes les entreprises ne viennent pas chez nous que pour les questions durables. Il y en a qui viennent pour d'autres raisons, ce qui est aussi rassurant sur la santé de la caisse. Ici, je passe rapidement, parce que ce n'est pas le thème de la soirée, mais je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui est action, obligation, c'est très bien. On a un processus très... je vous parlerai après du processus d'analyse pour l'immobilier. Vous verrez que c'est beaucoup moins développé. Pour tout ce qui est analyse des entreprises, analyse des pays, pour les obligations, donc on a une liste de critères d'exclusion, on fait une évaluation environnementale et sociale avec 150 indicateurs. Il y a des agences de rating qui font ça. Il y en a les Bloomberg, Reuters et tout ça peuvent nous donner des évaluations. Donc ça existe sur le marché depuis moi ça fait 15 ans que je suis dans la finance durable. Donc ce sont aujourd'hui des choses qu'on maîtrise assez bien. Avant de focaliser sur l'immobilier, puisqu'il était aussi question de parler de la dimension économique et financière du développement durable dans ces investissements, ça me semble important de dire que donc là, ce sont des rendements sur l'ensemble de la fortune, donc immobilier, y compris actions, obligations, etc. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout à rougir de nos rendements. Donc la moyenne annuelle, ça fait plusieurs années que Nest est par rapport à l'indice Crédit Suisse des caisses de pension est parmi les 3 premiers en termes de rendement. Donc on a une moyenne annuelle sur 10 ans de 3,6% par année.
tout placement confondu. Et puis l'indice Crédit Suisse des caisses de pension, donc le Crédit Suisse fait une moyenne sur un certain nombre de caisses de pension en Suisse. Il est donc ce sont des rendements effectivement réalisés dans les caisses de pension de 2,6% par année. Donc déjà ici, on voit qu'il n'y a pas d'antagonisme, en tout cas de notre point de vue, entre durabilité et performance financière ou le pilier économique du développement durable, si on veut bien. Ici, quelques chiffres, c'est pas pour les passer en revue. Je suis pas moi-même, comme je vous ai dit, une spécialiste des placements immobiliers, donc un rendement net ou brut des biens me parle pas beaucoup. Mais ce qui me semblait intéressant de dire ici, c'est peut-être de voir l'intérêt de l'immobilier aussi pour une caisse de pension. C'est ici de voir dans l'immobilier suisse, donc on a 566 millions d'immobilier global, avec l'immobilier suisse qui a fait un rendement l'année passée de 6,2%. Et puis on voit ici l'immobilier direct, ici, 3,7% l'année passée, 3,4%, c'est quelque chose de très stable en fait. Et c'est ça qui nous intéresse. Si on regarde par rapport à la performance annuelle globale, donc je vous ai montré tout à l'heure sur le slide précédent, on avait une performance annuelle globale en 2016 de 3,7%. On a été moins bien que l'indice l'année passée. Par contre, en 2015, on était un peu meilleur. Par contre, l'immobilier direct, on voit ici, en tout cas, que ça permet de stabiliser les placements, les rendements des placements. Et puis, c'est assez décorrélé des marchés. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, donc ça je l'ai déjà dit, horizon de placement à long terme en ligne avec l'horizon d'une caisse de pension. Donc ça, je pense surtout pour une caisse de pension qui se définit comme nous, comme durable. Ce n'est pas soumis au marché boursier, donc c'est intéressant en termes de diversification et de contrôle du risque. Et puis, donc, pour accentuer encore ce contrôle du risque, c'est d'aller plutôt dans du direct, des biens en direct que de l'indirect. En plus, ce qu'on a constaté, c'est que la durabilité nous donnait un avantage compétitif. Quand on recherche des biens sur le marché, en fait, en tant que soit au niveau de la construction avec un promoteur ou comme ça, en fait, où on doit racheter un immeuble, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, certains acteurs préféraient travailler avec une caisse de pension éthique et durable, puisqu'ils avaient l'impression d'avoir pas seulement l'impression, j'espère, d'avoir un partenaire plus fiable. Donc ça nous donne un avantage compétitif pour l'acquisition de biens. Donc là, il y a aussi déjà un avantage positif pour un investisseur durable comme nous de se positionner ainsi. Voilà, j'en arrive dans les dernières slides, plus précisément donc notre vision pour l'immobilier direct, comment on se présente. Donc on investit depuis, comme je l'ai dit, depuis 30 ans avec succès là-dedans. On a toujours eu une méthodologie évolutive. Comme je vous disais au début, on n'avait que 4 critères pour la durabilité, l'armement, le nucléaire, la préservation de l'environnement et les droits humains. Après, se sont ajoutés les OGM, la pornographie, le tabac, enfin, tout ça s'est beaucoup développé. Et puis dans l'immobilier, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train de développer en fait notre approche en termes de développement durable. Donc on est un petit peu aux prémices. Donc ce que je vais vous présenter un petit peu, c'est un petit peu les débuts, mais c'est quelque chose qui est, enfin on le sait dans le développement durable, c'est tout le temps, c'est un chemin. Hein. Il y a pas on ne sait pas exactement où on va, mais l'idée c'est toujours de s'améliorer. Donc l'idée c'est d'être un partenaire fiable qui pratique pas de spéculation. On souhaite prendre en considération les besoins locaux en dialogue avec les autorités locales. On veut construire des logements de qualité. On ne cherche pas à faire du gain immédiat et rapide, puisqu'on souhaite rester propriétaire. On va rester propriétaire. L'idée, c'est pas de construire pour revendre et de faire une marge maximum. Et puis aussi, en réfléchissant un petit peu sur notre rôle comme acteur, comme caisse de pension, en fait aussi, il nous semblait important le côté de notre responsabilité sociale aussi, de travailler avec des entreprises locales, puisque finalement ce sont des PME. On a aussi des PME qui sont dans la construction, des peintres, des gens dans la maçonnerie ou comme ça, qui sont affiliés chez nous. Et donc pour nous, c'est aussi important que dans la mesure du possible, on travaille avec les entreprises locales, puisque finalement ces gens-là nous confient leur argent pour leur retraite. Donc c'est aussi l'idée que l'argent reste dans le circuit économique suisse. Reste combien de temps ? 5 minutes ? Ah, j'étais rapide. Alors, stratégie immobilière.
Donc, donc on a tout un tas de règlements sur les placements, etc., etc. Donc la stratégie immobilière, elle n'est pas encore publique. Donc on est en train de l'écrire. Donc là, je l'ai traduit de l'allemand. Le principe général, je vous le lis peut-être. Donc vous avez, je pense, déjà compris l'idée. On le définit comme ça. Nest investit dans des objets qui atteignent une évaluation selon des critères écologiques et éthiques supérieurs à la moyenne ou qui en ont le potentiel. Si on pense qu'on veut faire des rénovations, chaque bien immobilier doit apporter une contribution économique à la fondation. Ça semble évident, mais c'est quand même bien de le dire. On a défini ensuite 5 thèmes en fait. J'ai mis ensemble la localisation macro et micro. Donc en fait, pour l'acquisition des biens, on va leur donner des points de 1 à 5. Donc en fonction du niveau de durabilité, ça ce sont les 2 personnes en interne qui le font. On avait essayé de le faire en externe par l'équipe qui fait aussi l'analyse durable pour les actions et les obligations. On n'était pas trop convaincus qu'il y avait une vraie valeur ajoutée pour l'instant. Donc pour l'instant, on le fait en interne. Et puis on donne des points donc en fonction de la localisation macro et micro, la qualité de l'habitat, la qualité de la construction et l'efficience énergétique. Je vous les mets ici, je vous ai mis les détails, je ne sais pas si vous arrivez à lire, comme ça vous comprenez un petit peu moins ce qu'on entend par là. Donc ce n'est pas une science exacte, hein, on n'est pas dans quelque chose... D'ailleurs les critères sont équipondérés, on n'a pas ça se fait en discussion en interne. Donc la localisation, c'est vraiment la qualité de la localisation. Est-ce que c'est plutôt en ville de Zurich ou dans une vallée des Grisons? On souhaite qu'il y ait une bonne desserte en transport en commun et des infrastructures routières existantes. Une situation, donc ça c'est ce qu'on aimerait atteindre, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas acquérir un bien qui n'aurait pas tous les critères, c'est notre idéal un petit peu. Une situation attractive, donc avec une bonne accessibilité, donc ça c'est plutôt au niveau du quartier, une bonne accessibilité, des infrastructures à proximité, magasins, écoles, ou spécifiques au type d'activité commerciale, si on a de l'activité commerciale. La structure du quartier, la mixité, et puis émissions et risques faibles. Ensuite, au niveau de la qualité de l'habitat, donc il faut que ce soit facilement aménageable, donc agréable pour les habitants, que l'utilisation du sol soit efficiente, qu'il y ait un bon climat intérieur, les aménagements extérieurs, on va regarder, et puis les aménagements du quartier et de l'environnement, il faut qu'ils soient attractifs. Et si on fait du commercial, on souhaite avoir des aménagements efficients. Au niveau de la qualité de la construction, donc on va regarder l'utilisation de matériaux qui soient écologiques, économiques à l'usage et à l'entretien. Donc là, on va regarder aussi dans la phase d'utilisation, puisqu'on va rester propriétaire. Donc c'est pas on construit puis après le mois de déluge. Hein, donc on est aussi attentif à ça et on recherche des projets de grande qualité architecturale. Et puis au niveau de l'efficience énergétique, donc notre objectif, c'est le standard Minergie A. On ne demande pas forcément le label. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur label ou pas label, donc on ne demande pas forcément le label. Et puis mon collègue se base aussi sur la voie SIA vers l'efficacité énergétique. Ne me demandez pas ce que c'est, mais je suis sûre que vous connaissez. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Donc il va donner des points. Et puis après, ce qu'on admet, c'est qu'on admet parce que la question de ce soir finalement c'était est-ce que c'est trop cher, mais est-ce que c'est plus cher? Alors je pense qu'on a tous la réponse, oui, une construction durable c'est plus cher, ça c'est une certitude. Donc d'ailleurs ce qu'on fait, on admet, en fait on fait un compromis, on admet qu'en fait plus la qualité durable du bien immobilier est élevée, plus on accepte un rendement, on se dit qu'à court terme, en tout cas au départ, on accepte un rendement un peu plus faible. Et puis, si la qualité durable est moindre, on va être plus regardant sur le rendement, en fait. On fait une espèce de balance entre le rendement et puis la performance, la durabilité, en fait. Et puis, in fine, donc j'ai pas de chiffres à vous donner, hein, parce que c'est tout nouveau, on n'a pas encore pu faire d'évaluation, combien ça coûte, on n'a pas de systématique sur 25 objets, c'est un petit peu compliqué. Mais en conclusion, voilà, ça c'est notre vision d'investisseur à long terme. Donc bien sûr, la construction durable, trop chère ou pas trop chère, je pense que ça dépend vraiment de notre point de vue, de l'objectif de l'investisseur. Est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Donc nous, on se positionne comme un investisseur à long terme. Donc notre conviction, c'est que c'est un bon investissement à long terme.
notamment parce qu'on anticipe des évolutions légales. Donc il y aura des normes, elles vont certainement augmenter en termes de bruit, en termes d'efficacité énergétique, je ne sais pas, au niveau des vitrages, au niveau des ondes, que sais-je. Donc si on a déjà aujourd'hui des biens immobiliers, on a déjà fait attention à un certain nombre de choses, ce sont tous des travaux qu'on ne devra pas faire demain. On escompte aussi qu'on aura un meilleur taux d'occupation, un taux de rotation plus faible, puisqu'un habitat où il fait bon vivre, en principe on déménage moins volontiers. Donc si c'est un habitat où on ne s'y sent pas bien, à la prochaine occasion on déménage. On escompte aussi des coûts de rénovation futurs inférieurs. Donc voilà, donc pour nous, c'est clair que c'est plus cher à la construction. Par contre, on en escompte à long terme un rendement équivalent que toute autre construction. Et puis bien sûr, là c'est sans compter, mais ça vient pas forcément dans notre escarcelle, sans compter les retombées qu'on oublie souvent, les autres retombées environnementales et sociales positives. Voilà, et puis je vous ai mis quelques photos de nos projets. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Madame Schumm. Donc vous avez compris, je pense, et entendu qu'effectivement ça a du sens de faire des investissements durables. On verra dans la discussion après, mais on va enchaîner avec les deux autres conférences. Effectivement, comment ça sera possible. Alors, le prochain conférencier, c'est Laurent Chalère. Il est ingénieur civil. Il a débuté son activité professionnelle chez Bouygues et depuis peu, il travaille en fait au CFF Immobilier, responsable en fait du Facility Management. Il va vous expliquer en fait le cycle de vie et comment il impacte les projets au début de leur réalisation. Merci Monsieur Gollet. Pardon, excusez-moi. Alors peut-être pour me présenter un peu plus en détail, donc j'ai une formation très classique d'ingénieur civil 98 et par la suite j'ai eu de la chance de faire du projet de construction en entreprise totale et surtout dans des entreprises où on fournissait des projets clés en main. Ça veut dire qu'on garantissait un ouvrage, son coût de construction, de planification, son financement et aussi son exploitation, des coûts d'exploitation sur 30 ans. Donc j'ai eu la chance de pouvoir switcher, de changer de métier plusieurs fois et puis après j'ai alterné sur plusieurs projets en étant du côté constructeur mais aussi du côté exploitant. Depuis j'ai aussi exploité des objets majeurs, je reconnais certains visages, au niveau des entreprises qu'on appelle de facility management. Et depuis 2012, chez CFF Immobilier, que je ne vais bien sûr pas présenter aujourd'hui, je vais vous présenter une vision beaucoup plus insider de nos projets. Et donc j'ai notamment mis en service la gare de Cornavin et travaillé sur des projets qui actuellement sont en train d'être construits comme Pont-Rouge ou comme Eaux-Vives. Et voilà, et j'ai depuis le 1er janvier de nouveau changé de job, donc là maintenant j'exploite d'un point de vue gérance commerciale toutes nos gares, mais voilà, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est issu de mes 4 années d'expérience. Donc voilà, on a parlé, Madame Schumm a parlé de vision globale, donc je présenterai le contexte, une solution que nous pratiquons chez CFF Immobilier pour avoir des projets durables, donc à long terme, qui ont une vision globale. Voilà, des aspects de mise en œuvre réussis. Donc pratiquement, qu'est-ce que je peux personnellement recommander? Un petit wrap-up. Alors, voilà, vous connaissez, je présume, cette vision, donc de dire, voilà, pour un maître d'ouvrage, les phases d'un objet, il y en a nombreuses, mais je les ai rappelées ici. En particulier, Madame Schumm a parlé du financement. Je crois que c'est important. On est quand même en Suisse très privilégié. Le financement de nos projets est quand même plus facile qu'ailleurs, mais nos projets coûtent. Le financement de nos projets coûte. Soit vous avez des investisseurs directs, soit alors si vous avez des structures comme chez nous, il y a des coûts d'opportunité et voilà, nos patrons auraient pu investir dans d'autres projets. La construction, je ne vais pas commenter. Et puis, vous l'aurez compris, un point de vue aujourd'hui pas très objectif de ma part concernant l'exploitation, donc qui est mon métier.
Et aujourd'hui, voilà, c'est une phase en général très très longue des ouvrages. On parle de 50 à 100 ans. Donc à remettre en relation avec des coûts de développement d'un projet qui, chez nous, sont quand même des projets assez compliqués qui sont de 10 ans. Hein. J'ai parlé, il ne faut pas l'oublier non plus, les coûts de démolition dans la vision globale. Et puis aujourd'hui, on parle toujours des coûts d'un cycle de vie. Pourquoi on parle aussi très peu, je trouve, des revenus? Tout simplement, aujourd'hui, les revenus se font principalement dans cette phase-là. Donc c'est extrêmement important pour nous, quand on met des ouvrages en service, que les revenus escomptés soient conformes à nos attentes. Voilà, donc ça c'est une formation qu'on donne chez nous en interne lorsqu'on démarre des projets. On prend tous les acteurs et puis on leur explique la vision de notre direction. Donc voilà, vous voyez l'importance des coûts d'exploitation sur les coûts globaux. Donc on n'est pas dans l'ordre de grandeur d'un iceberg, hein, où on a des rapports de 1 à 10 entre les coûts de construction et les coûts d'exploitation. On est dans des rapports de 1 à 5, mais forcément, on voit, premier corollaire pour vous ici, si ce soir vous êtes maître d'ouvrage, vouloir optimiser qu'une seule phase, c'est une palissade, hein, ce que je dis, mais vouloir que optimiser ici, ça me semble un peu limité comme approche, sachant que le bras de levier est ici au niveau exploitation. Le deuxième corollaire, si aujourd'hui vous êtes mandataire, les maîtres d'ouvrage actuellement connaissent ces sujets, sont sensibles, et je pense que si vous arrivez à apporter une vision exploitation, vous aurez clairement un avantage concurrentiel par rapport à vos collègues. Donc, le deuxième message aussi par rapport à ce graphe, c'est lorsque vous êtes exploitant, donc moi j'ai eu, comme j'ai dit, la chance de mettre des grands ouvrages, des autoroutes en service. C'est une très belle aventure qui demande beaucoup de passion. Vous suivez un objet vraiment depuis son stade embryonnaire, vous le voyez se développer. Vous êtes associé, donc vous pouvez vraiment donner votre avis, donner des conseils. Mais le moment qui est très très touchy, c'est la mise en service. Hein. Donc là, vous avez les clients qui arrivent. Voilà, est-ce qu'ils sont satisfaits, est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits? Et démarre. Voilà, vous avez peut-être aussi monté une société d'exploitation si vous démarrez de zéro. Et donc, c'est vraiment un moment très très important. Et aujourd'hui, la guerre, elle ne se gagne pas ici. Hein, elle se gagne vraiment ici. Ça veut dire que si vous attendez, mais ça je pense c'est aussi c'est complètement clair et connu de nos jours, si vous attendez ici une mise en service pour vous organiser, à mon avis, la partie est déjà pliée. Donc nous, chez CFF Immobilier, nous intervenons très très en amont des projets, déjà dans cette phase embryonnaire où les équipes exploitation sont détachées, on est des explorateurs, etc. de l'exploitant, et on vient définir l'ouvrage, expliquer au constructeur ce qu'on attend, de telle manière de lui apporter une réponse sur quel est l'objet qu'on attend, et de telle manière d'empêcher toute dérive majeure d'un projet. Il faut savoir que cette structure chez nous date de 2010-2011. Chez CFF Immobilier, on n'est pas meilleur qu'ailleurs. On a mis des gros objets en service sans préparer de manière professionnelle dans les années 2010 nos projets. On a eu des problèmes, et donc cette organisation qu'on appelle FM anticipatif, M. Maille en parlera aussi, pour nous, où on détache des équipes en face amont d'un projet, vraiment le clé de la réussite d'un projet, si on veut avoir une vision globale. Voilà, donc lorsqu'une personne du FM anticipatif est détachée sur un projet, donc le plus tôt c'est le mieux. Je crois qu'on a parlé beaucoup de Madame Schum d'anticipation, hein, on retrouve ce mot. Il faut vraiment donner cette impulsion très 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 tôt, de manière à pas subir, mais vraiment d'anticiper. Et donc la première tâche, ça va être d'optimiser l'exploitation. Ça veut dire d'avoir un ouvrage fonctionnel qui réponde aux besoins de l'exploitant. Et au fur et à mesure, normalement, si on fait bien son travail, ce focus diminue, puisque par exemple sur Pont-Rouge, tout ce qui est approvisionnement énergétique est réglé, tout ce qui est logistique est réglé, tout ce qui est déchetterie, etc. Et j'en parle, vous en parlerez peut-être plus en détail, est réglé.
Et au fur et à mesure que le projet avance, la conception de l'exploitation, donc le vrai job de l'exploitant, augmente. Donc on va de plus en plus dans le détail. Mais moi, personnellement, mon expérience, par exemple, sur le projet de Pont-Rouge, c'est que au moment où l'objet part en appel d'offres, donc là on était en entreprise totale, il faut que vraiment ça soit près du fine-tuning sur les concepts, sur les principes, etc. Parce que l'objet, il entre pour moi vraiment en frozen zone. Ça veut dire que si vous voulez faire des modifications, tout est possible. Simplement, ça va vous coûter quelques millions. Donc voilà, moi, mon conseil personnel, travailler très en amont des projets, être au clair, et puis après, accompagner. Mais normalement, si l'objet a été bien conçu, c'est une formalité. Encore une remarque importante ici. Donc une mise en service, n'oubliez jamais qu'une mise en service est une partie de la réalisation. Elle est dans la responsabilité du constructeur et l'exploitant. L'exploitant, normalement, devrait récupérer un objet conforme à ses spécifications, conforme à ses besoins. Et donc, il en va de la responsabilité des réalisateurs. C'est souvent oublié. Et nous, en tant qu'exploitants, on se plaît de rappeler ce point majeur. Alors, voilà, donc on a vu quel est l'objectif du FM anticipatif. Donc c'est vraiment de créer un ouvrage fonctionnel pour nous. Vous voyez qu'on est loin de l'attrait physique d'un objet, de ses lignes, etc. On est un peu vraiment dans le doing. Donc, mais c'est extrêmement demandé. Ça veut dire que lorsque vous avez des architectes, etc. De qualité, ils sont extrêmement intéressés de savoir, voilà, comment votre projet fonctionne, qu'est-ce que vous avez prévu, comment le tout va fonctionner. Et j'en ai parlé aussi, organiser l'exploitation. Donc bien sûr, l'objectif, vous l'aurez compris, non dissimulé aujourd'hui, c'est de militer pour une anticipation sur les coûts d'exploitation, sachant qu'aujourd'hui, un ouvrage qui fonctionne bien, je veux dire assez naturellement, on peut se douter qu'on a optimisé d'un point de vue cycle de vie. Au niveau des délais, donc idem, le FM anticipatif ne se fait pas en série, il se fait en parallèle. Donc on intègre des projets en cours de design, en cours de construction. Donc l'objectif, on a les mêmes objectifs que le projet et que le maître d'ouvrage, à savoir de respecter des délais. Et d'un point de vue politique, donc c'est aussi pour nous en interne, donc on a pris, je parlais de l'organigramme après, le parti d'associer l'exploitant dans les équipes projets, à savoir pour vraiment simplifier la remise en fait pour le maître d'ouvrage. Lorsque la construction est finie, il prend main gauche l'ouvrage, il le donne à l'exploitant main droite, et puis il veut quand même en général que ça se passe sans heurte, sans difficulté, sans problème. Donc, encore une fois, maître mot, anticipation. Alors, ça c'est une fusée assez compliquée dans nos projets. Donc, très clairement, lorsqu'on a un projet, on a deux niveaux qu'on appelle niveau opérationnel, niveau stratégique. En clair, là, c'est les gens qui produisent. Et là, en haut, c'est les gens qui décident à partir d'un certain niveau. Ce qui est extrêmement important, donc moi, j'avais toujours ici une casquette sous-chef de projet, si vous voulez. Le lead construction n'était pas chez moi, mais j'étais intégré dans l'équipe de la personne en charge du développement. Et surtout, donc mon chef était siégé à ce comité de pilotage. Et ça, je pense, c'est extrêmement important, à savoir que l'exploitant soit associé aux décisions, alors qui sont prises. Parce qu'autrement, on tombe très vite dans un travers en disant, voilà, le développement durable coûte, je ne vais pas investir, je ne vais pas anticiper. Et puis finalement, le maître d'ouvrage, bottom line, lorsqu'il fait le bilan sur la durée de vie de son ouvrage, il est perdant. Ce que j'ai trouvé qui est extrêmement important, c'est les équipes. C'est pas une science exacte. Les équipes de projet que vous allez mettre en place.
il faut que la mayonnaise, elle prenne entre des planificateurs qui sont architectes, etc., qui ont des impératifs, une équipe de projet qui a des impératifs, qualité, coût, délai, et puis en même temps, un exploitant qui forcément a un focus plus à long terme. Donc pour moi, la première key success factor, c'est vraiment d'avoir des équipes qui techniquement maîtrisent leur sujet. Et surtout des équipes qui savent travailler ensemble. Ça veut dire interdisciplinarité, on s'écoute, on se respecte. S'il y a des conflits, etc., puisque forcément cette vision à long terme complique les projets, elle les complique, mais pour le compte du final du client, du maître d'ouvrage. Et donc il faut travailler, moi personnellement j'ai toujours travaillé dans une très grande transparence, d'expliquer ce que je fais, quel est mon objectif, ne pas vouloir cacher, je travaille pour une équipe, et puis après je laisse d'autres gens décider qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va utiliser des matériaux qui coûtent peut-être un peu plus cher, mais sur le long terme on va récupérer cet investissement. Et ce qui est très important, je trouve aussi, c'est l'esprit d'équipe. Donc vraiment créer une équipe soudée avec comme un groupe de musique. Chacun joue d'un instrument différent, mais à la fin, la partition doit être bonne. Le plus en amont du projet, donc au risque de me répéter, il est jamais trop tôt, je pense. Maintenant, il faut voir quel degré. Est-ce que vous voulez investir massivement dès la phase de concours, ou alors est-ce que vous êtes plus après dans la phase, par exemple, planification avant projet? Et puis, mise en œuvre réussie, moi personnellement, il est extrêmement important pour moi que l'exploitant soit présent au comité de pilotage, parce qu'autrement, je l'ai déjà vécu, c'est quand même, personnellement, encore une fois, c'est un peu comme prêcher dans un désert. Et surtout, derrière, ce que j'apprécie beaucoup chez nous, c'est on a des patrons qui y croient, qui ont fait leurs erreurs, comme nous tous, et qui ont vu les résultats de ne pas développer le FM anticipatif, et donc qui s'investissent dans les projets, qui écoutent, qui décident, et qui décident de manière, je dirais, pour moi, que je trouve vraiment durable. Voilà, conclusion. Je pense que le graphe le plus important, vous l'avez compris, c'est sur les rapports entre les coûts. Aujourd'hui, c'est une sensibilisation sur les coûts d'exploitation. C'est pas une vérité, je pense, absolue, mais c'est notre point de vue. Solution avec le FM anticipatif, M. Maille en parlera aussi, je pense. Et puis, quelques règles pour une mise en œuvre réussie que je vous souhaite à tous sur vos projets respectifs. Voilà, merci de votre attention. Merci M. Chalère. Tout ça, vous me direz, c'est de la théorie. La question, c'est comment on peut faire, parce qu'effectivement, probablement, le monde de la construction, le monde de l'exploitation, c'est pas le même, et souvent, on ne parle pas le même langage. Donc, j'ai invité en fait M. May à vous parler un peu des outils qui existent. En préparant la conférence, j'ai découvert une norme SIA. Vous me direz, depuis bientôt 40 ans que je travaille, c'est bizarre. C'est la norme SIA 113 pour les exploitants. Donc effectivement, je pense qu'on ne se préoccupe pas assez tôt de qui va utiliser nos ouvrages. Alors, M. May est un ingénieur civil qui travaille en fait pour la société POM Plus Consulting, qui fait en fait du conseil, du pilotage de projet, et surtout édite depuis quelques années en fait des valeurs économiques qui permettent en fait de faire des comparaisons dans des choix de projets pour impacter correctement en fait les choix de conception sur les coûts d'exploitation. Alors il va vous en parler un petit peu, mieux que moi j'imagine. Monsieur May. Oui, bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous, traiter un thème fascinant. Moi je viens aussi, donc on est 3 ingénieurs civils finalement, mais avoir suivi des chemins totalement différents, rural pardon, c'est vrai que c'est pas tout à fait. Et moi j'ai suivi le chantier, je suis commencé directement sur les chantiers, je suis parti faire du travail dans les fonds des chantiers, puis après monter ces beaux projets. Et toute cette phase jusqu'au management de projet, je me suis vraiment concentré sur ce qui était la construction. Et très vite, j'ai eu un très beau projet où j'ai participé avec des architectes, je pouvais même les coordonner, c'était les projets d'Expo 02, où on a fait l'Arte Plage d'Yverdon avec les 4 bureaux d'architectes, qui
étaient Dillers Cofidio, Tristan Kobler, Veovaria Auslin et puis Westart de Rotterdam. Et là, on a eu un projet absolument fantastique. La même chose avec Jean Nouvel à Morat. Donc j'étais avec ces deux bureaux d'architectes, on a investi dans des projets magnifiques, mais qui n'avaient de durable que ce qui est resté dans nos têtes. Le reste, c'est malheureusement tout parti, mais c'était peut-être ce qu'on voulait à cette époque-là. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même important de regarder cette durabilité. Je reprends le cycle de vie pour vous montrer en fait l'étape de la vie du bâtiment. Vous connaissez bien sûr les études, la construction, l'exploitation, démolition, les besoins. Le besoin, c'est toujours la partie la centrale et puis principale. Et on a très bien entendu ça au CFF. Il se pose beaucoup plus de questions sur cette partie maintenant du besoin. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe ici, dans ce cercle-là. C'est ces 30, 40, 50, voire 60 ans de bâtiment où on doit entretenir le bâtiment, l'exploiter et puis bien sûr le réaffecter si nécessaire. Et de plus en plus, on voit que la vie d'un bâtiment, c'est 15 à 20 ans pour une réaffectation de bâtiment. Surtout maintenant où le monde des bureaux change complètement. Dans le slide suivant, j'ai repris de nouveau le cycle de vie pour une seule information. C'est qu'on se rend compte que toute la partie où j'ai fait ma carrière, c'est-à-dire cette construction, les études et la construction, c'est que c'est 20 à 30% dont on a parlé, et l'exploitation, c'est 70 à 80%. Mais ce qui est le plus fascinant de tout ça, c'est qu'après 1% d'investissement, le boom ici, après 1% d'investissement, on a déjà fixé et défini 70% du coût de la vie. Donc les architectes, les ingénieurs qui travaillent vraiment tout au début ont une énorme influence sur tout ce que va coûter le bâtiment. Et c'est ça qui est vraiment le grand boom. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et on a entendu partout, il faut être présent dès le début, surtout en tant qu'exploitant, pour qu'on puisse décider les bonnes choses. Vous vous rendez compte du poids que ça a, en fait, ces décisions qu'on prend au début. Donc bien sûr, les décisions, c'est quelle façade on va prendre, quelle énergie on va prendre, quel type de matériaux on va choisir, et toutes ces choses-là qu'il faut définir très vite. Et puis bien sûr, le plus important, c'est de prendre toutes les erreurs qu'on voit dans l'exploitation, et des erreurs, il y en a vraiment partout, pour les reprendre et puis réanimer tout le cycle et arriver avec des solutions qui sont justes. Encore un petit slide que vous connaissez certainement tous. C'est cette bataille qu'on a entre les différents intérêts. C'est juste des intérêts, c'est pas des guerres. Finalement, chaque bâtiment est fini et puis arrive à une solution. Mais on voit ces intérêts entre l'architecte qui a un intérêt esthétique et puis qui veut aussi faire plaisir à son client. Après, il y a l'investisseur, comme on l'a entendu, qui veut un rendement, qui veut garantir un rendement. On a l'entreprise générale qui, elle, a un contrat qui va aussi bien sûr faire plaisir à l'investisseur, mais qui va aussi regarder que ses comptes tournent bien. Donc il y a des intérêts un peu différents. Il y aura certainement de ne pas perdre trop de temps et puis de ne pas avoir trop de changements, ou alors s'il y a des changements, qui soient bien payés. Ensuite, il y a les intérêts du facility management et de l'exploitant, qui sont tous ceux, ce qu'on a entendu maintenant des CFF, qui doivent vraiment permettre au bâtiment de vivre sa vie pour l'utilisation et pas seulement pour la construction. C'est cet intérêt général, et c'est là où je pense que la plupart des gens qui sont ici, que ce soit des architectes, des ingénieurs, on a tous un devoir d'essayer de bien comprendre les rôles de chacun et essayer de faire avancer ça. Donc SIA 113, on en parlait. Qui c'est dans la salle connaît la SIA 113 ? D'accord, on est beaucoup, je vois. Une personne. Donc la SIA 113, c'est celle qui suit la 112. La 112, vous la connaissez tous, c'est bien sûr les différentes étapes des études. Elle est en premier dans ce slide. La 113, elle va essayer de traiter 3 thèmes. Le premier thème, c'est les programmes d'exploitation. Qu'est-ce qu'on va construire ? Le cœur du bâtiment, qu'est-ce qu'on veut ? Elle va aussi essayer d'optimiser l'ouvrage, que tous les processus de l'ouvrage soient optimisés. Et en dernier, elle va essayer de concevoir l'exploitation. Dès le début, de déjà dire comment est-ce qu'on va utiliser le bâtiment. Donc c'est une SIA qui apporte beaucoup d'informations et qui est très riche et qui surtout demande en fait à tous les partenaires d'utiliser les éléments avant. On retrouve ici optimisation du point de vue d'exploitation, conception de l'exploitation et le tout bien sûr pour avoir une optimisation du prix du cycle de vie. Alors évidemment, ça nous obligera des fois de prendre des décisions de financer un petit peu plus au début, mais ce qui sera très intéressant par la suite sur le cycle de vie, comme on a vu avant.
Donc ce FM anticipatif qui est présenté dans cette SIA, le but vraiment c'est de former des conditions cadres, d'essayer de comprendre les intervenants de chaque élément, d'essayer d'apporter chacun sa pierre, d'organiser le tout et puis de faire un management de la qualité dès le début. Dans le but bien sûr du bâtiment exploité de manière parfaite. Ça, c'est un plan que je ne vous demanderai pas de lire parce qu'il n'est pas important, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il définit. Il définit à chaque élément, on retrouve avant-projet, projet, permis de construire et ainsi de suite. Il définit des prestations qui doivent être faites. Et je vous l'ai mis dans un autre slide un peu plus lisible pour que vous puissiez voir quelles sont les choses qu'on fait déjà au niveau de l'exploitation pendant la phase d'avant-projet et de projet. Donc, il faut vraiment fixer les exigences du Facility Management. Facility Management, c'est donc tout ce qui est nettoyage, organisation, logistique, déchets, sécurité, énergie, toutes ces choses-là vont être définies dans ces exigences au début. Ensuite, on va avoir ces documents de projet qui doivent garantir l'exploitabilité du bâtiment. C'est à la fin, bien sûr, une fois que vous avez fini la construction, il faut que les documents, aujourd'hui on reçoit toujours une quinzaine de classeurs définissant les différentes choses qu'on a dans le bâtiment, mais des fois ils ne sont pas dans la langue de celui qui va l'exploiter. Il y a des choses qui sont vraiment exceptionnelles quand on voit les résultats. Alors là, le but c'est vraiment d'arriver dès le début à impliquer les gens qui vont exploiter le bâtiment pour qu'ils connaissent le bâtiment et les choix qui ont été faits. Le but c'est aussi d'estimer le coût de cycle de la vie. On va essayer dès l'avant-projet de dire voilà le coût de la vie de ce bâtiment avec la façade qu'on a choisie, avec l'énergie qu'on a choisie, va nous coûter tant d'énergie par année. Alors évidemment, c'est des premiers chiffres qui sont vraiment très gros au début, mais c'est comme quand on fait un avant-projet, on est aussi seulement à plus ou moins 30. Hein, donc c'est étape par étape, on essaye d'avoir une première estimation des coûts qu'on peut contrôler sur des instruments que je vais vous présenter. Et donc, bien sûr, ce qui est très important pour l'exploitant, moins peut-être pour celui qui va l'utiliser, c'est d'avoir un concept d'exploitation. Comment est-ce qu'on va définir les concepts? Quelles seront les étapes de ces concepts? Je les ai mis ici, sur le prochain slide. Dans les concepts qu'on veut définir, c'est par exemple un concept de fermeture du bâtiment, un concept de contrôle des accès, concept de sécurité et surveillance, concept de lutte contre les incendies, services sanitaires, tout ce qui est aussi la logistique d'arrivée des matériaux et d'arrivée pour un centre commercial par exemple des biens, aussi la sortie des déchets, toutes ces choses-là sont définies dans ces concepts déjà en phase de construction pour qu'on puisse contrôler après si ça marche vraiment dans le bâtiment. Bien sûr aussi un concept de nettoyage. Un des premiers instruments que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le FM Monitor. Ce FM Monitor est un document en fait qui a été créé par notre société avec le PFL, dont M. Talman est là, avec dès le début, et puis avec le PFZ, où l'idée c'était de prendre des propriétaires de différents bâtiments de Suisse, les chiffres qu'ils avaient. Donc il fallait d'abord normer bien sûr les surfaces, simplement normer, on a pris la norme 416 qui définit les surfaces, et puis on va normer aussi les coûts. Et après on va pouvoir comparer, faire un benchmark des coûts d'exploitation des bâtiments. Et ces coûts d'exploitation nous donnent toujours une moyenne, et puis les bâtiments qui ont besoin de plus d'argent pour le nettoyage par exemple, et ceux qui ont besoin de le moins. Et avec cette vision, ça nous permet de voir, là on a tout un portefeuille, on retrouve les différents bâtiments suivant le coût qu'ils ont, on peut cliquer dessus, on retrouve le bâtiment et puis avec ses différents coûts, et après par bâtiment on a ces colonnes qui définissent les différentes sommes qui sont utilisées pour les différents coûts. Donc quand on parle de coûts, on parle bien sûr de coûts de sécurité, coûts de nettoyage, coûts d'exploitation, coûts d'administration, on parle aussi des coûts d'énergie, bien sûr, entrée et sortie de l'eau et de l'énergie, et puis c'est ces points principaux. Et bien sûr que c'est différent pour chaque type de bâtiment. Donc on va comparer bien sûr des bâtiments qui sont tous des bureaux. Il y aura une catégorie pour les bureaux, une catégorie pour les hôpitaux, une catégorie même pour les bâtiments militaires, parce qu'on fait ça aussi pour la Confédération. Donc ils comparent leurs propres bâtiments entre eux.
Et là, après, on a son portefeuille dans toute la Suisse. On peut choisir quelle région on veut atteindre. Donc, par exemple, si je clique ici, j'ai la région de la Suisse romande, 14 bâtiments. Bon, évidemment, là, ce n'est pas les bons, mais en appuyant, on retrouve tous les bâtiments. C'est un exemple du tool. Et puis après, on retrouve les différents bâtiments avec les coûts. Et est-ce qu'ils sont plus chers ou moins chers que la moyenne en général en Suisse? Et après, on a des bâtiments qui sont plus chers, mais on sait qu'ils sont plus chers, et puis on essaie de comprendre pourquoi ils sont plus chers. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les coûts? Donc, voilà, ça c'était le FM Monitor. Un autre système de benchmark, Scalaheim, qui permet, lui, d'introduire encore d'autres éléments qui sont des stratégies du portefeuille, l'organisation du personnel, et puis ça nous sort des résultats clés sur les performances du bâtiment, l'état du bâtiment aussi, où on va pouvoir savoir si on va rénover, pas rénover, qu'est-ce qu'on rénove, et puis la satisfaction encore, on peut rentrer satisfaction du locataire et tout ça, et ça donne en fait un benchmark qui utilise encore d'autres éléments. Ce benchmark-là, il n'est pas pris en fait d'un bâtiment à l'autre, il est pris après à partir d'un résultat d'un bâtiment. Donc des chiffres qui sont additionnés et qui donnent pour chaque bâtiment des frais accessoires. Le dernier tool que je vous présente ce soir, c'est l'IFMA Tool, un tool qui a été formé par cette organisation qui fait donc internationalement le Facility Management. Eux, ils ont une autre méthode plus précise aussi, si on veut aller très dans le détail, et qui définit les différents coûts. Là, on voit par exemple un portefeuille de ces 8 bâtiments ou 7 bâtiments, et on voit la différence qu'ils ont par rapport aux différents... Bon, là, on n'arrive pas à lire, mais c'est tout ce qui est nettoyage, c'est le vert clair. Ce qui est violet, c'est les coûts d'énergie. Donc, on voit que il y a des grands... Juste déjà dans son portefeuille de 7 bâtiments, on se rend compte que sur ce projet-là, il y a un souci d'énergie. Donc, on peut aller voir après encore dans un contrôle plus général, parce qu'on a les chiffres pour toute la Suisse qui permettent aussi de faire des comparaisons de bâtiments dans toute la Suisse et qui donnent une image de là où il faut travailler ou attaquer les différents immeubles. Je vais vous parler de quelques... Là, on voit maintenant les résultats. Bon, ça, c'est une feuille en allemande, mais qui montre le résultat de ce IFMA Tool avec les différents coûts au niveau statique. Et puis, on voit les coûts avec les coûts de bâtiment et puis l'exploitation en général. Et ces coûts sur les bâtiments existants vous permettent aussi de calculer les coûts sur les prochains bâtiments que vous êtes en train de planifier. Donc, on prendra la moyenne et puis on verra quels ont été les choix pour avoir ces moyennes-là et puis les choix des matériaux, les choix de l'énergie. Maintenant, quelques exemples, vous savez tous la vision 3D, là je pense que vous êtes tous dedans, le BIM c'est le grand thème en ce moment, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je peux vous dire que quand on conseille à un propriétaire, on lui impose de prendre du BIM. On lui dit le BIM c'est vraiment la solution d'abord pour que l'exploitant puisse comprendre son bâtiment, parce qu'il y a aussi beaucoup de ces gens qui sont d'exploitation qui n'arrivent pas tous à lire des plans. Hein. Ça arrive, et puis évidemment aussi même des investisseurs qui se disent mais comment ça va être dans mon bureau? Ils ont de la peine à lire un plan que pour nous c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc avec cette vision 3D, on peut rentrer dans les différents locaux et très vite, j'ai vu maintenant dans les 2 premiers projets BIM qu'on fait que les exploitants voient la chose complètement différemment. Donc déjà une première approche, donc une facilité de compréhension entre l'exploitant et puis celui qui est en train de planifier, l'architecte ou même l'ingénieur, parce qu'on va voir aussi au niveau technique, on va rentrer voir la salle des techniques comment elle est. Mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fini ce modèle, il existe pour la suite du bâtiment. C'est-à-dire que les exploitants pourront très très vite aller voir, par exemple, si on a tout ça qui est modélisé, il va sur l'ampoule, il regarde quel type d'ampoule c'est, il sait où il peut la commander, il peut me la commander par des clics. Donc dans l'exploitation, c'est juste exceptionnel d'avoir ce tool à disposition. Et on va faciliter la vie vraiment du passage entre la construction et l'exploitation, parce qu'on aura tout qui sera comme modèle sur place. Alors c'est sûr, ça ne va pas venir en un jour, hein, c'est toute une machine à mettre en place. Donc ça, c'est les 3D. Maintenant, un autre exemple de test, on a travaillé sur des terrazzo. Là, je vous parle du projet de Liebeskind à Westside à Berne, sur l'autoroute en direction de Mora. On avait le grand souci, l'envie de l'architecte de faire du terrazzo. On a très bien compris, parce que ça apporte vraiment quelque chose. Mais on était dans un food court avec 5-6 restaurants différents. Donc on a vite pris tous les produits qui étaient possibles dans ce restaurant et on les a testés
tester sur 24 heures, savoir quelles tâches et puis quel type de tâches ils font. Et puis c'est vrai que ces tests, on les fait pas assez. Moi je vois dans la plupart des cas, on choisit les pierres, ouais, celle-là elle me plaît, celle-là me plaît, mais est-ce qu'on les met par terre puis qu'on essaye de faire ces choses-là, par exemple dans une cuisine? Moi je l'ai vu que dans ce projet-là jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a d'autres projets maintenant où j'essaie de dire il faudrait qu'on essaye, voir ce que ça donne avec du beurre, avec du whisky, avec du coca, et puis de voir comment réagit le sol. Et finalement on a dû changer de sol. On a fait 3 fois le test et on a trouvé le bon mélange à la fin. Donc quelque chose de très intéressant dans le cas du food court. Ça c'est lié bien sûr le choix des matériaux. Je dis choisir la couleur et puis tout, c'est bien, mais il faut savoir est-ce que c'est une pierre qui va plutôt bien tenir un lavage ou pas. Donc ça c'est des tests qu'on devrait faire en grandeur nature, surtout pour des grands projets bien sûr. Ici l'analyse de la logistique des déchets, un point essentiel dans le même centre, mais que j'ai revu dans d'autres projets différents, ou carrément même oublié des fois. Où est-ce qu'on met le local des déchets? Ça, on n'y avait pas pensé. Donc là, c'est de savoir où il est, savoir comment les déchets descendent dans cet endroit, et puis comment est-ce qu'ils ressortent pour aller jusqu'à la benne de sortie. C'est toutes ces analyses à faire. Est-ce qu'on doit passer par 5 étages différents, monter et tout? C'est des choses qu'il faut vraiment analyser. Et puis c'est des petits contrôles qui prennent pas beaucoup de temps au début, mais qui facilitent. Ici, on avait le souci de la livraison des magasins, des camions. On a fini à avoir une chance exceptionnelle. On avait 5 cm de chaque côté à la fin pour que le camion passe. Mais ce qu'on a introduit depuis cet exercice-là, c'était de faire des essais en grandeur nature. On a un très beau projet pour les TPF à Fribourg et ils ont des bus de différentes tailles et ils ont rentré dans des parkings et on a fait des grands tests sur une place d'armes pour voir si vraiment toutes les possibilités de bus passent avec toutes les possibilités les endroits coincés de la livraison. Donc faire des tests grandeur nature. Aussi, c'était dans la phase de l'avant-projet. On a dû changer d'ailleurs le projet d'1 mètre. On a fait une entrée un peu plus grande après les tests. Ça, on le voit pas très bien sur le plan, je suis désolé, mais on a trouvé le projet avec une grande livraison et une petite livraison. Et puis après, en étudiant ce qui se passait en fait en haut, dans les différentes caves, on s'est rendu compte que les caves d'ici avaient plutôt besoin d'une grande livraison et les caves là plutôt d'une petite. Et finalement, l'investisseur a décidé de faire 2 grandes livraisons pour rester flexible dans le temps. On s'est dit, on va se payer cette différence, c'était quelque chose comme 30 ou 40 000 francs de différence, mais ça nous a permis de garder la flexibilité pour toute la vie du bâtiment. De nouveau, cette pensée, on va aller jusqu'au bout. Là, quelque chose d'exceptionnel en ce moment, c'est la nanotechnologie. Elle va avoir une influence sur nos projets gigantesques ces prochaines années. Je vous montre ce test-là, c'est celui qui est le plus parlant. C'est juste une mini-couche d'oxyde de titane qu'on met sur la façade et puis le nettoyage se fait automatiquement. On a mis cette couche sur la partie de gauche, à droite on ne l'a pas mise. Donc ça se met en usine, ça se pose en usine cette couche de titane et une année après on voit la différence. Et là on n'a plus besoin de nettoyer, on ne va pas nettoyer, donc on gagne 1 ou 2 nettoyages par année. Et ici, on fait en tout cas 2 voire 3 nettoyages par année. Donc dans cette nanotechnologie, dans les choix des matériaux, on va avoir une très très grande évolution ces prochains temps. C'est intéressant. Là, je rentre d'une semaine de Berlin où on est allé voir toutes les sociétés qui travaillent dans la digitalisation de l'immobilier, qui travaillent aussi dans la nanotechnologie. C'est toutes des petites start-up, ils sont 3-4 dans le bureau et puis ils arrivent avec des solutions qui sont juste exceptionnelles. Maintenant, il y aura peut-être que 10% de ces solutions qui vont sortir, mais restez très actifs à écouter tout ce qui arrive sur le marché parce que ça va vraiment révolutionner un peu tout ça. Là, une étude qu'on a faite, vous connaissez peut-être ce projet de Libeskind. Il a des magnifiques façades en verre, donc évidemment pour l'énergie c'est pas top, mais il y a encore la question du nettoyage. Alors pour nettoyer en dessus, on a fait bien sûr des vitres sur lesquelles on pouvait marcher puis aller nettoyer l'extérieur, mais pour l'intérieur c'était vraiment une structure très difficile. Donc on a fait des tests d'abord avec justement ces Sky nettoyeurs là. On a vu qu'en fait on atteignait quasiment toutes les vitres, mais il y a quelques zones, c'est ces zones jaunes qu'on n'arrive pas à nettoyer avec la machine. Donc on est obligé aussi d'engager des gens qui vont se grimper là-haut
je dirais presque des montagnards de l'impossible, parce que c'est des hautes sphères. Et puis donc là, en fait, c'est clair que finalement, le choix du client, c'était de dire on va quand même prendre cette solution, qui est une solution d'architecture forte. Ils voulaient cette architecture forte-là, et ils ont accepté d'avoir un peu plus de coûts à prendre dans l'exploitation. Mais ils ont fait ce choix, sachant combien ça leur coûterait par année de faire ça en plus, d'avoir des alpinistes pour nettoyer les vitres. Aussi quelque chose de très parlant, dans un hôpital, on avait commencé à construire, et puis on s'est rendu compte que, pardon, pas à construire, c'était encore dans les études, heureusement, on avait, comme vous l'avez au CFF très bien, il y a toujours le chef de projet construction, le chef de projet exploitation. Et l'architecte est arrivé avec une solution de porte qui était tout à fait correcte par rapport au cahier des charges de l'hôpital. Donc on avait la bonne taille des portes sur les plans, mais seulement ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils étaient déjà en train d'évaluer des lits qui étaient en fait plus grands, pour avoir plus de place, pour que les gens se sentent mieux. Et ces lits plus grands, il y aurait manqué 10 cm. Et heureusement, la personne de l'exploitation avait entendu parler qu'ils étaient en train d'évaluer des nouveaux lits, et on a pu changer dans tous les plans, et ça nous a coûté très peu, puisque c'était vraiment de l'étude. Mais si on avait vraiment fini tout ça et construit, on aurait eu vraiment des gros soucis pour casser les portes. Et je suis sûr que vous connaissez ça, quoi. Il y a des portes, il y en a souvent qui ont été cassées. Voilà, quelques exemples. En conclusion, est-ce que c'est trop cher ? Je crois que c'est la question de la journée. Non, pour moi, c'est clairement pas trop cher. C'est plus cher dans la partie investissement, mais c'est essentiel dans la partie exploitation. Mettez cette énergie, cette réflexion, parce qu'au début, c'est vraiment que des coûts intellectuels. C'est une heure d'un ingénieur d'analyser ça. Et puis, à la fin, vous pouvez sauver vraiment des milliers, voire des centaines de milliers de francs sur l'exploitation d'un bâtiment. Ensuite, bien sûr, essayer de comprendre l'exploitant. Ça, c'est toujours quelque chose qui est... Souvent, ce qui est drôle, c'est que l'exploitant lui-même ne sait pas exactement ce qu'il a besoin ou ce qui est... Donc, il y a vraiment un dialogue, et on parlait de l'équipe avant, c'est essentiel, un dialogue entre ces différentes personnes pour avoir la solution. Et puis, bon, pour nous, on est maintenant relativement dans beaucoup de projets dans cet FM anticipatif. On sent que les problèmes qu'on a résolus dans ces 10 dernières années sont vraiment d'envergure à améliorer, je dirais, entre 20 et 25% des coûts sur le cycle de vie en général. Par contre, ça coûte plus cher au début. On parlait du chiffre. Un investissement dans un FM anticipatif, c'est peut-être 1% à peu près en prix direct qu'on paye. Et puis après, par contre, on va faire des choix qui vont être plus chers. Hein, on l'a vu, on va choisir des choses un peu plus chères. Ça, c'est très difficile à définir. Combien est-ce qu'on investit plus pour gagner après ces 20%? Mais c'est dans les 5% à peu près, entre 5 et 8%. Mais ça dépend tellement du projet que c'est difficile de dire je vais vous faire gagner tant. Ça, c'est pas encore possible. Mais on se rend compte qu'il y a cette volonté de développement durable qui est vraiment très intéressante pour l'investisseur et puis pour tous les partenaires du projet. Je vous remercie. Merci M. May. Je propose que les conférenciers se mettent devant le projet. Donc je pense après ces 3 présentations, moi j'aurais envie de vous lancer la discussion, de poser une question à M. May. En fait, on entend tout le temps, mais en fait, si on fait un standard énergétique supérieur, ça coûte plus cher, donc on ne peut pas se le payer. Est-ce que vous avez des cas concrets, le client, ou en faisant justement cette réflexion à l'amont, vous avez pu démontrer et convaincre l'investisseur que sinon, ça valait la peine de mettre 5 à 10% de plus, mais c'est les chiffres qu'on entend tout le temps parler. Si on fait ce foutu énergie éco, ça coûte 10% plus cher. Qui arrive vous croire qu'il faut investir plus? Moi, je dois dire qu'en Suisse, j'ai l'impression, et puis je pense que c'est en train de changer partout dans le monde, on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Vous avez raison, mais j'ai l'impression que cette phrase, elle a 10 ans à peu près, ou elle a 8 ans de dire c'est trop cher. Aujourd'hui, en tout cas les investisseurs pour lesquels on travaille, ceux qui gardent le bâtiment, cette question ne se pose même pas. Pour eux, c'est évident, il faut que chaque bâtiment
soit rentable sur la longueur de sa vie, et plus on le fera bien au début, c'est-à-dire un investissement supérieur, même à l'OMC, où eux ils sont que là pour 4-5 ans, ils ont décidé de faire du mini RJP. Donc vraiment, c'est assez facile en fait de montrer aux clients que c'est important d'investir au début et que le coût de la vie, par contre, lui, va baisser avec le temps. C'est plus difficile pour les investisseurs qui veulent faire de l'argent. Eux, ils vont vouloir faire un produit qui est assez beau, qu'on veut vendre rapidement et puis qui va rapporter beaucoup, donc il faut investir le moins possible. Mais même chez ces investisseurs-là, on se rend compte qu'ils ont plus de facilité à vendre leur objet s'il est énergie, et puis s'ils arrivent à prouver qu'il a été étudié en général dans cette manière. Donc moi j'ai plutôt l'impression d'une tendance positive, je parle de la Suisse, je sais qu'en Europe c'est aussi le cas, maintenant dans le tiers-monde je pense que ça sera, aujourd'hui c'est pas la priorité, de loin pas. Donc il y a un décalage. Est-ce que l'investisseur classique qui passe simplement je temps de francs mètre carré pour mon logement en comparant ce qu'il connaît d'avant, et puis finalement il a la peine à admettre que ça vaut la peine d'avoir en fait calculé avec les charges et puis d'admettre que les charges qui seront plus faibles permettent de baisser. Moi j'ai l'impression quand même que les investisseurs classiques sont restés quand même dans la majorité avec leur standard visuel. Bon, les deux derniers exemples que j'ai, ils sont pas comme ça. Ils ont vraiment une vision différente, en espérant pouvoir avoir un prix meilleur à l'achat. En disant voilà, je vous ai fait un bâtiment qui est énergétiquement solide, qui tient la route. Donc, mais c'est peut-être une vision trop belle, mais c'est les deux exemples que j'ai eus moi. Je vais peut-être encore abonder dans ce sens. Ce qui est important, nous on le voit, on a des objets qu'on vend, qu'on ne garde pas toujours pour nous, mais pour les besoins de CFF de manière globale, on les vend. Notamment deux objets assez prestigieux qui sont actuellement sur le marché. C'est une des premières questions qui vient, le coût d'exploitation. C'est vraiment, si vous voulez, en tout cas nous, si on veut vendre un projet, je dirais de manière rapide, et c'est devenu un standard. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être aussi nos objets qui sont bien connectés, qui sont bien centraux, etc. Et donc, on attire peut-être des clients qui recherchent ce type d'objet. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu que le potentiel de développement au niveau de l'immobilier, comme vous en avez parlé, il est grand. Je veux dire, aujourd'hui, on peut faire mieux. Est-ce que le pourcentage de... Le pourcentage de 25% que vous avez pour l'immobilier, c'est quelque chose qui est durable aussi dans votre répartition de portefeuille, ou est-ce que finalement, vous n'avez pas un portefeuille durable simplement parce que l'immobilier ne prend que 25%? Non. Non, disons que en fait, on veut que l'entier des 2,3 milliards, dans la mesure du possible, en tout cas pas de cash, bon ça c'est clair, mais soit durable. Comme je le disais, en fait, ce qui est action et obligation, c'est là où on est le plus durable, parce qu'on sait ce qu'on fait. En fait, on a des critères d'exclusion très stricts, on a une méthodologie aussi très stricte, on va on redéfinit les secteurs, juste comme exemple peut-être sur les actions, on redéfinit les secteurs de la finance. Je crois qu'au monde, il n'y a personne qui fait ça comme nous en finance durable, ce qui nous conduit à exclure les énergies fossiles par exemple, parce qu'on compare directement les énergies fossiles avec le renouvelable et le solaire, ce que ne fait pas l'industrie financière en général. Le oil and gas est un secteur en soi. Et nous, on a ce qu'on dit un petit peu une économie de fonctionnalité, où en fait on a des critères absolus. Donc en fait, action, obligation, c'est ce qui va le plus loin. C'est l'immobilier qui va le moins loin, c'est pour ça qu'on souhaite le développer en fait. Et puis après, il y a l'allocation stratégique, qui est encore autre chose, qui est cette part de 25% d'immobilier qui devrait rester, peut-être fluctuer. On revoit notre stratégie d'investissement tous les 5-6 ans à peu près. Donc l'investisseur, donc il y a un comité d'investissement qui définit, avec des spécialistes en externe, qui définit selon le risque de la caisse, le profit de la caisse, c'est assez compliqué. Combien on peut prendre de risques. En fait, on a la chance d'avoir une caisse assez jeune, donc on peut prendre beaucoup de risques. Et puis, en fait, on donne à nos managers, en fait, aux responsables de l'investissement, ils ont une marge de manœuvre. Alors, typiquement, l'immobilier de mémoire, je crois, il doit être entre 19 et 26 et 27%, quelque chose comme ça, donc ils ont une marge de manœuvre, en fait.
Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle prend la parole? Oui, monsieur. Merci. Philippe Allman, professeur d'économie à l'EPFL. J'ai entendu les trois conférenciers nous expliquer qu'on peut investir un peu plus dans la qualité, performance énergétique et autres, à l'investissement, puis on se retrouve sur la durée. Donc on reste dans une optique de rentabilité économique. Très franchement, c'est juste, au lieu d'être à court terme, on pense long terme. D'accord, mais pour moi, le développement durable, c'est pas ça. Ça, c'est la durabilité économique, mais il y a aussi les deux autres dimensions. Et je crois que, on peut discuter toute la soirée ce que c'est que le développement durable, mais moi je dirais qu'une condition essentielle, c'est qu'on fasse un effort côté économique pour obtenir un peu plus de qualité dans le social et puis de moindre impact environnemental. Et ça, j'ai entendu personne encore nous parler de cet effort qu'on est prêt à faire. Au contraire, je sais que les CFF immobiliers, en général, sont pas super favorables à construire des logements d'utilité publique sur leur terrain, parce qu'il faut absolument rentabiliser pour aider la caisse de pension. J'ai entendu Mme Schum nous dire que le rendement direct sur l'immobilier l'année dernière était de 3,4%. Alors tant mieux, c'est génial pour la caisse, c'est nécessaire même pour le taux d'intérêt technique, mais le droit du bail nous dit taux hypothécaire de référence plus 1,5%, au-delà c'est abusif, et l'an dernier c'était 2,25%. Donc avec 3,4% de rendement direct, vous avez des rendements abusifs. Est-ce que c'est du logement durable, est-ce que c'est du mobilier durable quand on a des loyers qui sont abusifs au sens du droit du bail? Une provocation. La thématique, c'était trop cher. Je veux aussi réagir sur la thématique parce qu'on nous a poussé sur le côté économique. Alors, bon, moi, je ne sais pas, spéculatif ou pas, ou abusif ou pas, je veux bien vous croire qu'on est peut-être spéculation, on est certainement en dessous du marché, on doit aussi faire un rendement. Donc, déjà, on peut aussi dire que le deuxième pilier, si je regarde du côté du deuxième pilier, on est dans un système par capitalisation, donc ça peut être aussi critiquable au départ. Maintenant, de ma compréhension, en principe, dans un système capitaliste, on a le taux d'intérêt, la rémunération est en fonction du risque que l'on prend. Là où je serais plus critique, il y a un certain nombre de caisses de pension qui ont tendance à aller dans du passif, qui suivent le marché, qui escomptent un rendement. Donc nous, on essaye vraiment de prendre notre responsabilité avec un côté entrepreneurial de l'investisseur. Donc on prend un certain nombre de risques. Je pense que dans l'historique de NES, on a pris un certain nombre de risques. D'ailleurs, les fondateurs de NES étaient fichés par la police zurichoise au départ. C'était des éléments subversifs de la société, apparemment. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de risques qui ont été pris. Et puis l'objet de ce que vous présupposez quand vous dites qu'on fait du rendement, c'est un petit peu de dire, mais le développement durable, on ne peut pas faire de profit avec le développement durable. Donc je ne pense pas que ce soit, de mon point de vue, je ne pense pas qu'on ait à avoir honte ou à rougir d'avoir un intérêt, puisqu'on a un taux d'intérêt, si on prend un risque, c'est une rémunération en fait, d'un capital pour le risque que l'on prend. Donc en fait, au départ, pour moi, il n'y a pas de contradiction de fait. On n'a pas le droit d'avoir un rendement, alors on peut discuter sur abusif ou pas, mais il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas je pense, on n'a pas à rougir de faire un rendement. En fait, puisqu'on est en train de mesurer un petit peu, on n'a pas beaucoup de recul dans l'immobilier, mais ce qu'on a mesuré récemment, ça fait la deuxième année quand même, on a mesuré par exemple l'empreinte des gaz à effet de serre de nos placements en actions. On ne l'a jamais mesuré en fait, puisqu'on a plutôt une méthodologie top-down, où en fait on a un certain nombre d'indicateurs, et puis ce qu'on a vu, c'est qu'on économisait par rapport à un indice action classique, on économisait 50% des émissions de CO2 par rapport à un portefeuille classique. Donc je veux dire, c'est déjà mieux, et pourtant on a du rendement. Est-ce que quelqu'un d'autre s'exprimer? J'ai une question. Oui. Merci. Bonsoir, je suis architecte. Juste, vous voulez savoir par rapport justement au développement durable, plus côté santé, énergie, éco, parce que comme disait M. Feldman, le côté rendement, facility management se voit directement dans les chiffres, etc. Mais qu'est-ce qui se vend, disons, aujourd'hui, sur le chapitre plutôt santé, matériaux, ça coûte plus cher, puis ça n'amène pas forcément, en tout cas, plutôt pas de plus-value financière, soit par exemple les sols sans solvant, ou que sais-je, ou voilà, on peut aller très loin. Tout ce qui est question label peut-être aussi, est-ce que vous êtes familier avec les labels énergie, c'est peut-être un peu, ça commence à dépasser peut-être, je sais pas, peut-être on passe au label SNDS et compagnie, je serais curieux d'entendre les gens là-dessus.
Alors, au sein de CFF Immobilier, donc bien sûr, vous avez vu dans l'organisation de projet, on a quand même de nombreux spécialistes. Hein. Moi, j'ai parlé aujourd'hui de ce que je connais, ce que je maîtrise, mais il est clair qu'on a des collègues qui savent faire en particulier à ce que les critères, donc nous on a opté pour le critère DGNB, avec, voilà, en fonction de l'objet, on est plus ou moins ambitieux, mais effectivement aujourd'hui l'exposé était intentionnellement monodirectionnel, mais il est clair qu'ensuite notre propriétaire, lui, fait un benchmark de tous ces fields, de tous ces domaines, et il a besoin chaque fois d'un spécialiste qui va lui donner les bonnes informations. Personnellement, encore une fois, je prêche vraiment pour ma paroisse. Nous, ce qui est important, c'est le bien-être de nos locataires. Donc, le bien-être de nos locataires, malheureusement, la réalité aujourd'hui, c'est ils sont quand même très contents si les chiffres sont bons. C'est une réalité du terrain. Et puis, voilà, un exploitant heureux qui a un ouvrage qui fonctionne, qui n'a pas une crise de panique au moment d'une mise en service. On parle, c'est aussi cette dimension humaine qui est importante pour moi et aussi un critère de réussite. Voilà. Mais je vous rejoins dans la question. On voit dans les choix des matériaux maintenant venir beaucoup de matériaux, notamment d'isolation en bois, avec de la fissure de bois que j'ai utilisé dans plusieurs chantiers. Mais c'est vrai que c'est rarement venu d'un investisseur pas intéressé. Ça vient souvent de gens qui ont déjà une fibre et qui va chercher plus loin. Et puis bien sûr, le but, ça on le sent dans tous les projets, par contre, c'est que l'exploitant, celui qui va vivre dans l'appartement, se sente à l'aise et reste. Parce que si on a un appartement qui n'est pas bien, on a un déménagement et puis ça c'est compliqué à gérer. Donc on va essayer, et c'est vrai que nous, on doit avoir cette fibre déjà nous, de proposer des produits qui vont dans ce sens. Je pense à tous les architectes, les ingénieurs et puis aussi ceux qui s'occupent des CVS, de venir avec des solutions. Et par exemple, nous, il n'y a pas un projet où on ne va pas regarder sur l'énergie, quel type d'énergie on va utiliser, comment est-ce qu'on peut faire venir de la chaleur géothermique, des choses comme ça, du solaire. Il n'y a plus un projet où on ne parle pas de ça. Je vais peut-être expliquer pourquoi on a fait un débat volontairement monocentré sur la question financière, parce qu'en fait, depuis 15 ans, le canton de Vaud, par ses constructions, a voulu être exemplaire, en mettant en avant d'abord les questions environnementales, partant du prérequis qu'il faut se rappeler qu'avant 2006, il n'y avait pas de loi sur l'énergie dans le canton de Vaud. Donc au début des années 2000, on a voulu effectivement ouvrir les chemins pour effectivement faire des constructions qui soient plus respectueuses de l'environnement dans ces choix énergétiques. Ayant aussi la pratique du concours d'architecture depuis des décennies, on a aussi le prérequis qu'a priori la qualité architecturale, sociale ou d'espace était presque préexistante en fait dans nos projets. Et puis dans la réalité en fait de nos projets de construction, on voit qu'il y a une forte dichotomie entre l'investisseur et ensuite les coûts de fonctionnement. C'est effectivement là aussi dans les finances publiques, deux mondes qui se parlent peu, même titre que les constructeurs parlent peu avec l'exploitant. Si on se préoccupait il y a 10-15 ans de problématiques d'exploitation, on disait on va quand même pas faire un projet pour un concierge. C'est quand même souvent des mots qui sortaient de la bouche assez rapidement si on osait donner quelques contraintes à nos mandataires. Donc, sachant que ces questions de FM anticipatif existaient, je pense que c'est important que les pouvoirs publics, pour montrer le chemin, essayent de trouver des outils pour effectivement rendre effectivement plus efficients, in globo, en fait, les projets. Ça fait 15 ans qu'on parle du coût de cycle de vie, on a quand même énormément de peine à obtenir de nos mandataires qui sont mandatés pour construire, qui nous sortent en fait des données sur les coûts d'exploitation. Alors par cette conférence, effectivement, c'est de faire découvrir à nos partenaires de la SIA effectivement ce monde existe, il faut qu'on le fasse vivre ensemble, c'est que comme ça qu'on apprend toujours plus. Alors j'aimerais bien que la salle réagisse aussi sur ces questions-là, parce que c'est des préoccupations qu'on doit avoir ensemble, entre utilisateurs, maîtres d'ouvrage et puis mandataires. Et si on n'est pas ensemble, c'est assez clair dans l'exposé, on va se tirailler alors qu'on va effectivement travailler maintenant. Des réactions, madame?
Yannick Derjanel, je suis coach en construction durable. Et j'ai été très rassurée, un peu réconfortée d'entendre M. May dire qu'il est plus facile de travailler, infiniment plus facile de travailler avec des gens qui sont déjà sensibilisés, c'est-à-dire soutenir des gens qui sont déjà à moitié convaincus ou convertis. Dans mon quotidien, je me rends compte que concilier effectivement les trois dimensions du développement telles qu'elles sont pourtant très bien présentées par le standard construction durable suisse, c'est extrêmement difficile parce que tout le monde a peur de dire le mot complexité, de voir la vérité en face, alors que pour nous qui sommes scientifiques, c'est le plus beau des défis, n'est-ce pas, de relever cette complexité. Mais la plupart des gens, surtout les non-professionnels, les maîtres d'ouvrage non-professionnels, ils ont horriblement peur de cette complexité. Et j'aimerais savoir si vous, dans votre expérience quotidienne, vous avez l'occasion, quels sont les arguments que vous utilisez, quels sont vos succès obtenus pour convertir les gens qui ne le sont pas encore. Merci de votre point de vue que je pense assez pragmatique. Effectivement, ça aide quand des gens avec qui vous travaillez ont des convictions et que les convictions se focalisent. Personnellement, ce qui m'aide aussi, c'est quand le maître de l'ouvrage, dès le début, définit très clairement ses attentes, les règles du jeu, qu'est-ce qu'il attend, et puis voilà, après, je dirais au niveau des mandataires, tout s'organise, tout est plus simple. Alors après, vous arrivez effectivement sur... moi, je l'ai dit, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, on a aussi monté des joint ventures, donc vraiment avec des cultures différentes. Ce qui est très dur, je trouve, c'est la pression. Vous avez une grosse pression, comme vous l'avez dit, sur les coûts, et puis on peut faire très vite pour aller plus vite. Donc, des fois, c'est important de dire non et puis de discuter. Et je pense que l'important, c'est que les gens discutent et qu'ils n'aient pas peur. Il n'y a pas de, je veux dire, vous avez parlé de complexité. En tant qu'exploitant, nos bâtiments qu'on fait chez CFF Immobilier, on ne va pas sur la Lune. Je veux dire, c'est pas une centrale nucléaire, c'est assez simple. Alors il y a des gros volumes, mais aujourd'hui, lorsqu'on parle avec les acteurs, etc., et que cette peur est dissipée, en général, les résultats sont assez probants. Voilà. Mais ça ne fonctionne pas sur tous les projets. C'est malheureusement souvent avec les coûts qu'on arrive à avoir les gens qui ne sont pas encore très intéressés par ce domaine. Et puis c'est vrai qu'un tool comme la FM Monitor, qui va comparer des millions de mètres carrés en Suisse, on a maintenant vraiment beaucoup de portefeuilles qui donnent les chiffres. Ils donnent leurs chiffres pour pouvoir se comparer eux-mêmes, mais pour pouvoir donner une base à tous les propriétaires en Suisse. Et en ayant ces chiffres-là, on dit voilà, vous voyez, cet immeuble, il a été fait avec ces matériaux-là, il a un coût de nettoyage qui est relativement haut. Bon, c'est aussi parce qu'il passe 3 fois par semaine, alors que dans les autres bureaux, il passe 1 fois par semaine pour nettoyer. Mais en arrivant à leur montrer la possibilité de gagner de l'argent après, c'est quand même là qu'on arrive à toucher les gens. Mais je vous dis, depuis 2-3 ans, j'ai plus l'impression de devoir me battre. C'est quelque chose qui vient déjà. Et je dirais, les entreprises Total et Générale jouent aussi un grand rôle là-dedans. Vous avez tous des stratégies dans ce sens aussi, de proposer des solutions qui vont être intéressantes. Donc il y a vraiment tout le monde qui commence à tirer dans cette direction, et ça c'est quand même agréable. Mais c'est clair que vous avez dit, la complexité est énorme, et les gens ont relativement peur au début, mais dès qu'ils commencent à parler des choses, à communiquer, les choses se facilitent. Bonsoir, Francis Nering, je suis ingénieur, mais je travaille dans la rénovation énergétique des habitations, et des petites habitations d'habitude. Et je voudrais apporter un éclairage. On ne parle pas de joint venture et de gros projets des CFF, mais peut-être que l'ingénieur ou l'architecte, le mandataire en général qui est actif dans ces projets, il devrait aussi s'impliquer un peu plus sur la durée. Par exemple, une prestation que je fais assez volontiers à mes clients, c'est de les accompagner sur une période de suivi après la mise en service du bâtiment. Quand on a rénové un bâtiment complètement avec son enveloppe extérieure, avec une introduction d'une ventilation, un changement de mode de production de chaleur, il y a souvent des petits ajustements à faire, et c'est trop facile pour nous et pas profitable pour l'occupant
de rejeter tout ça sur les problèmes de garantie et de renvoyer sur les entreprises qui ont conçu le projet. Je pense que l'architecte, le mandataire en général, a un travail post-mise en service aussi. Je pense que vous avez raison, parce que c'est ce qu'on essaye de faire depuis des années aussi à l'État, effectivement, de pouvoir effectivement suivre un bâtiment une fois qu'on l'a conçu. C'est comme ça qu'on apprend aussi probablement les limites de ce qu'on a fait. Et ça permet surtout d'offrir un service après-vente de bon fonctionnement du bâtiment attendu par l'utilisateur. Et c'est des contrats qu'on met en place. Et ce qui me semble important aussi pour les ingénieurs, c'est l'optimisation en fait, de leur projet. Ils nous promettent un certain nombre de solutions par rapport à des standards. Une fois qu'on l'a mis en service, on sait très bien qu'une fois qu'il est en service, on n'a pas forcément le résultat attendu. Et c'est par l'optimisation sur 1 année ou 2 années qu'on arrive à avoir un bâtiment qui fonctionne comme il a été pensé. Et qu'on arrive à le passer à l'occupant. Il arrive à se l'approprier et à comprendre comment il fonctionne. On reçoit souvent une Bible quand on achète une télé et on a juste des plans quand on a fini la construction du point de vue de l'occupant. Vous la lisez, la Bible de la télé? Cet accompagnement est essentiel. C'est vrai, on remarque, par exemple, le projet de l'OMC que j'ai pu suivre, on a mis 2 ans à remettre tout le monde au niveau. Les gens qui étaient là d'exploitation avant ne connaissaient pas du tout le nouveau projet. Et puis c'est grâce à ce suivi de 2 ans qui a permis que les gens l'approprient le projet. Donc très important. C'est en fait un peu ce mélange de ces différentes phases. On n'est pas 1, 2, 3, on essaie de mélanger. Madame, oui. Donc, je suis Madame Soutouba, je suis architecte à la base, je travaille à la ville en fait, et on travaille beaucoup sur les business plans des investisseurs auprès des DDP. Et on trouve qu'on a beaucoup de mal parfois à faire cadrer les business plans pour que tout le monde soit content, donc les investisseurs, les utilisateurs, tout le monde, voilà. Donc, vu qu'on parle de durabilité, que tout le monde devrait être content quand on fait un projet, donc l'architecte, l'investisseur parce qu'il a un rendement de 5%, les utilisateurs parce qu'ils ont un loyer durable, voilà. Et ça ne marche pas forcément comme ça, on trouve beaucoup de problèmes. Ma question est, où ça coince en fait? C'est l'investisseur qui veut trop avoir des rendements, c'est les coûts de la construction qui c'est trop haut, c'est les salaires de biens que c'est trop bas, c'est les architectes qui n'arrivent pas à faire un projet adapté à la durabilité, parce que je suis d'accord que si on dépense beaucoup plus de temps dans la conception, on arrive à faire des projets mieux. C'est pas tous les projets comme ça, je suis d'accord, mais il y a pas mal de projets qui coincent dans les business plans, on va dire. C'est quoi, à votre avis, les facteurs les plus importants pour trouver un équilibre? C'est les investisseurs, c'est les entreprises, c'est les architectes ou c'est les utilisateurs, voilà. On a montré, c'est que c'est vraiment tout le monde. La réussite, ça sera la réussite du réseau de tous ces gens. Il faut que ces gens se comprennent, et puis après, il y aura des limites financières. On finit toujours par dire, ça on peut se le payer, ça on ne peut pas se le payer. Donc à votre avis, c'est un peu tout, un peu tous. Il devrait s'adapter un petit plus, voilà. C'est un travail, et de plus en plus, le métier de la construction, c'est le métier pur du réseau. On travaille tous en réseau, chacun apporte ses énergies différentes, mais il faut s'écouter bien, et puis le temps, on n'a jamais plus de temps pour le faire, donc il faut le faire dans le même temps. Non, mais je parlais vraiment d'économie. À votre avis, c'est où que ça coince? C'est qui gagne plus? Voilà, juste pour dire clair en fait. Il y a un problème économique, voilà. Parce que sinon, ça devrait être durable si on parle de durabilité. Je pense que souvent l'investisseur, il faut lui faire comprendre la deuxième partie de la vie qui sont ces 80%. Si on arrive à lui faire passer ce message, et puis avec des chiffres, on lui montre les différents bâtiments, parce que des bâtiments, on en a partout en Suisse, donc on a vraiment des exemples, et je pense à la ville, vous en avez des dizaines de bâtiments. Donc on peut très bien montrer l'exemple d'investir plus veut dire moins de frais plus tard. Et c'est seulement par ce travail-là qu'on y arrive. Mais le projet sera toujours bloqué sur son économie. À la fin, c'est là que ça va se décider, c'est juste. Pour l'investisseur qui vend,
Je rebondis juste pour l'investisseur qui vend son bien dans les 10 années après la mise en service. C'est plus difficile comme discours quand même, non? Au marché, vous fonctionnez comment? J'essaie de le dire avant, l'investisseur qui vend, il est beaucoup moins intéressé par ce cercle vertueux. Par contre, les gens qui vont acheter sont très intéressés. Vous avez entendu un fonds d'investissement qui va chercher des projets qui sont par eux-mêmes déjà durables. Donc ils vont chercher ces projets avec leurs critères. Et peut-être de ceux qui le font à la pointe, mais tous cherchent d'acheter des projets qui vont être durables. Sinon ça ne sert à rien. Bon, bien sûr, après il y a ceux qui veulent racheter pour revendre, et puis ça ira toujours. Et cela, on ne va pas pouvoir changer. Mais si déjà on arrive à avoir 60, 70, 80% des gens qui vont penser durablement sur tout cycle de vie, on a déjà gagné beaucoup en Suisse. Mais c'est clair que ce problème, c'est beaucoup plus difficile qu'un investisseur qui veut revendre et faire de l'argent paye plus pour son bâtiment, s'il peut payer moins. Je pense dans l'équation économique, si quelqu'un vend, il y a un des problèmes qu'évoquait madame, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui gagne une fois. Alors si c'est qu'une fois, ça va, mais si c'est 2 ou 3 fois, ça va pas. Je pense un autre élément qui fait que l'équation est difficile, c'est la complexité. Tout à l'heure, madame parlait de la complexité des travaux durables. Il y a beaucoup d'éléments qui sont nouveaux, et tous les acteurs ajoutent chacun une micro-couche à une complexité sans s'en rendre compte aussi. Ce qui rend souvent après des projets qui sont techniquement compliqués, difficiles à exploiter. Et là, probablement aussi, quand on a provoqué avec le titre, trop cher, qui maîtrise réellement les coûts de maintenance de ces projets où on est un peu ou trop technique. L'assisement, il faudrait arriver à faire beaucoup moins de technique pour faire des projets qui soient durables. Et plus on y rajoute la technicité, chacun y met une couche, et personne ne maîtrise la situation dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc soyons raisonnables et plus pragmatiques. Hein. Il ne faut pas opposer le monde de l'ingénieur et l'architecte, mais je pense qu'il faut œuvrer pour moins de technique dans les bâtiments. Tout à fait, je pense que on ne coupe pas aujourd'hui, la complexité elle est là, et puis elle va de manière croissante. En tant qu'exploitant, moi ce que j'essaye toujours de savoir, c'est ok, c'est une solution qui a été proposée, qu'est-ce qu'elle apporte pour l'exploitant en version finale. Alors, il y a par exemple les principes, moi j'ai exploité plusieurs bâtiments suisses allemands avec les dalles thermoactives, avec les anticipations de climatiques, etc. Pour l'exploitant c'est un challenge, mais je veux dire, une fois qu'on a compris le système, comment il fonctionne, qu'on a un ressenti, quand on a eu la chance de dialoguer avec l'ingénieur qui a fait le système et qui prend peut-être le temps d'expliquer, même si l'objet, souvent il y a aussi des changements d'exploitants, donc ce know-how il se perd. Donc moi ce que j'essaie toujours de dire, pour moi la complexité c'est pas une finalité. La complexité qui apporte une plus-value, qui est simple, gérable, c'est quoi les modes alternatifs. J'ai géré aussi un bâtiment énorme à Zurich d'un opérateur téléphonique. Je crois qu'il avait 3000 ou 4000 stores, avec chaque semaine une centaine de stores. Alors c'était super, ça présente super bien, c'est une super solution sur le papier. Dans la réalité, vous pouvez avoir 2 personnes qui en temps complet courent pour régler ces problèmes. Donc il faut réfléchir et trouver la meilleure solution pour le constructeur et puis pour l'exploitant. Est-ce que quelqu'un va intervenir? Oui. J'ai encore juste une question concernant les aménagements extérieurs, les espaces publics, parce qu'on parle beaucoup des bâtiments, de la construction. Je veux savoir dans quelle mesure aussi dans les projets que vous supervisez, vous en tenez compte, et comment est-ce que vous arrivez à gérer cette notion de développement durable dans un projet économique d'espace public. Avec l'extérieur du bâtiment, on va toucher vraiment le social. On va toucher la joie ou pas de la personne qui va utiliser le bâtiment. Donc c'est très important. Et là, de nouveau, on retombe sur cette question de l'investisseur. Est-ce qu'on a un investisseur qui veut exploiter le bâtiment, comme c'était le cas pour l'OMC? Là, je peux vous dire qu'ils ont bien étudié, ils ont bien travaillé, surtout qu'ils devaient faire une barrière qui leur était imposée par la Confédération.
Donc ils ont vraiment fait un concours aussi pour la barrière, je ne sais pas si vous la voyez, cette barrière autour de l'OMC qui est faite avec des petits miroirs et tout. Donc là, beaucoup de facilité parce que c'est des gens qui vont rester, qui vont vivre dans leur bâtiment. Maintenant, l'investisseur qui va partir après 2-3 ans, lui, il va faire vraiment le petit carrousel et puis un peu d'herbe et puis 3 arbres. Donc après, c'est à nous de faire comprendre la dimension sociale, mais il y a des gens qui écoutent et puis il y a des gens qui n'écoutent pas. Ça, c'est clair. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut encore intervenir? Oui, il y a une question au fond. Bonsoir, Raphaël Bach, étudiant. J'ai une petite question, parce que vous avez beaucoup parlé de cycle de vie, et puis en fait, vous vous êtes arrêté au milieu du cycle de vie, vous n'avez pas du tout parlé de déconstruction. Ce qui m'a choqué même, c'est que vous avez parlé de démolition, puis il y avait particulièrement, je crois que c'était Monsieur May, un diagramme avec un cycle de vie qui tournait, et on ne comprenait pas trop comment on passait de la démolition à un nouveau projet, et comment on gère le bâtiment vraiment depuis ce qu'on a le site naturel, jusqu'à ce que le bâtiment soit plus là, déconstruit proprement, puisque là aussi il y a des coûts et là aussi il y a un impact social et environnemental important. Merci. Donc dans le cercle que vous avez vu, on parle de démolition, c'est juste, la plupart du temps on parle aussi de rénovation. Aujourd'hui on est sur un projet, on en parlait cet après-midi, où il y avait 2 vieux bâtiments et il fallait savoir si on les garde ou on ne les garde pas. Garder ces bâtiments sont très importants au niveau patrimoine social. Par contre, le coût d'une rénovation va être plus haut que si on le cassait et qu'on faisait un nouveau bâtiment. Donc on sait que rénover, ça va coûter plus cher, mais c'est certainement aussi des fois la volonté de l'investisseur de s'inscrire dans cette histoire d'un quartier. Maintenant, le dernier point après la construction, c'était le petit nuage de l'idée d'exploitation. Quel sera le besoin du prochain bâtiment. Dans un autre projet à l'hôpital de Lille à Berne, on avait essayé de faire une construction un peu atypique, où on a construit la partie gros œuvre avec une entreprise, et qui a vraiment fait que des plateaux très larges et très ouverts. Le deuxième entrepreneur a fait tout ce qui était la technique du bâtiment, qui a une vie, elle, de 15 à 20 ans, 25 ans. Et puis donc la structure, elle tient 50 à 100 ans. Et la dernière partie, c'était l'exploitabilité intérieure, donc tout ce qui est l'aménagement intérieur. Et c'était intéressant de faire une fois cette expérience en grandeur nature. Ça s'est plus jamais fait parce que c'était vraiment une catastrophe au niveau de l'échange entre les différents éléments, notamment la technique et puis les grosses œuvres, c'était assez terrible. Mais l'idée de dire qu'un architecte doit réfléchir vraiment à plusieurs vies d'un bâtiment. Et ça, nous, on le sent très fortement maintenant chez les investisseurs. Une très grande peur de faire des magasins, par exemple, qui demain n'existeront plus, parce qu'il n'y aura plus de magasins. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Des bureaux qui aujourd'hui n'existeront plus, parce que les gens vont de moins en moins avoir des grands bureaux de 1000 places. J'en vois un qui sourit parce qu'il est sur un projet de ce type. C'est clair qu'aujourd'hui, là j'étais à Berlin la semaine passée, j'ai vu maintenant des grands bureaux qui sont où on vient à une personne, où on vient à 10 personnes, où on vient à 50 personnes, c'est égal, il y a des grandes zones et un échange entre ces gens qui viennent là, qui ont tous des buts différents. Donc quel sera le bureau de demain? Et il faut rester très très flexible, donc réfléchir dès maintenant à la possibilité de la deuxième vie. Et je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'est vraiment essentiel dans la vision aujourd'hui des projets. Voilà, est-ce que quelqu'un souhaite encore prendre la parole? Ça ne semble pas être le cas, donc on a fait une conférence avec 3 points de vue différents, un débat qui, j'espère en tout cas, ont permis de donner des éclairages complémentaires à ce que vous connaissiez déjà. Je crois que le maître mot de tout ce qu'on a entendu, c'est l'anticipation, le travail ensemble pour se comprendre, faire des projets qui soient intéressants pour nos successeurs. Donc les gens de là aussi, c'est construit pour demain. Donc, merci de votre présence ce soir. Maintenant, il y a un apéritif qui est offert dans la salle à côté. Ça nous permettra effectivement de continuer les échanges informels entre nous. Et suivez les activités, les conférences et de l'urbanité et du GTDD des tableaux que je présente.